24e octobre 1942. L'île de Guadalcanal n'est pas un lieu. C'est une misère vivante, palpitante. Vous vous tenez dans 30 cm de boue liquide, un mélange gluant et brun de sol volcanique et de pluie torrentielle qui aspire vos bottes à chaque pas. L'air épais et humide et lourd de l'odeur de la végétation en décomposition et de la saveur métallique omniprésente de la peur. Il est juste après minuit, et la jungle qui entoure le périmètre américain est un mur de noirceur impénétrable, animé par la symphonie assourdissante de créatures invisibles et la paranoïa murmurante d'un ennemi invisible. Ici, dans un étroit secteur de la ligne de la 1re division des Marines le long de la rivière Lunga, le sergent d'artillerie John Basilone, du 1er bataillon, 7e Marines, vérifie la ligne de tir de sa mitrailleuse lourde Browning M1917 pour la 10e fois en 1 heure. Ce n'est pas un homme imposant, mais il se déplace avec la puissance dense et enroulée d'un bulldog. Ces hommes, la plupart des adolescents qui n'avaient jamais vu le combat avant ce caillou maudit, observent chacun de ses mouvements. Ils l'appellent Manila John pour son service d'avant-guerre aux Philippines. Il y a une éternité. Pour ces jeunes Marines, il est une figure d'un calme impossible dans un monde qui s'est dissous dans le chaos pur. La pluie dégouline du bord de son casque, traçant des lignes à travers la crasse et la sueur sur son visage. Il passe une main sur le canon refroidi par eau du Browning, sentant l'acier froid. Cette arme, et celle dans la fosse adjacente, sont les ancres de ce petit bout de ligne. Si elle tombe, la ligne se brise. Si la ligne se brise, tout l'aérodrome Henderson Field pourrait être perdu. Et si le champ est perdu, Guadalcanal est perdu. Chaque homme ici comprend cela avec une certitude viscérale. Le 3e régiment d'infanterie japonais, le Sendai, est là dehors dans l'obscurité, des milliers d'entre eux, se préparant à se jeter sur cette position même. Un murmure vient de la tranchée de liaison. « Du nouveau, Gunny ?» C'est le caporal Johnny Rivers, sa voix à peine un tremblement dans le silence oppressant. Basilone fixe l'obscurité, ses yeux balayant l'enchevêtrement de lianes et d'herbes kunai juste au-delà du fil de rasoir. « Ils sont là dehors, Johnny. Ils attendent. Il n'a pas besoin de les voir. Il peut les sentir. C'est une pression dans l'air, une contraction dans sa poitrine. Ce sont les moments qui définissent vraiment la résolution d'un guerrier, le genre d'histoire inébranlable de devoir que nous nous engageons à raconter. Si vous croyez en l'importance de documenter un tel courage, prenez un moment pour vous abonner et assurer la préservation de ces héritages. » Il se dirige vers la prochaine fosse à canon, où le soldat de 1re classe Nash Phillips essaie de garder ses bandes de munitions au sec sous un poncho usé. « Garde ses munitions propres, Nash. Un seul enrayage suffit. »« Oui, sergent-major, » murmure le garçon, les jointures blanches alors qu'il serre une boîte de munitions en acier. Les minutes s'étirent en une éternité. La pluie tombe plus fort, martelant les casques et transformant les trous de renard en tombes aquatiques. Une fusée éclate haut au-dessus de la canopée, baignant le paysage d'une lumière verte, blafarde et vacillante. Pendant une seconde terrifiante, la jungle est illuminée. Un enfer d'arbres tordus, d'herbes coupantes, comme un rasoir, est debout. Puis, l'obscurité revient, plus profonde et plus menaçante qu'auparavant. De la noirceur émane un nouveau son. Un chant bas et guttural qui monte en volume, suivi du glaçant cliquetis du métal sur le métal. L'attaque arrive. Les chants venus de la jungle éclatent en un rugissement singulier et terrifiant. Un son qui n'est pas humain, mais celui de quelque chose d'élémentaire et de furieux. C'est le cri de la charge Banzai. Une mer d'ombre se détache du mur de ténèbres. Une vague humaine de soldats de l'armée impériale japonaise déferlant en avant, leurs baïonnettes brillant dans la lumière sporadique des fusées éclairantes. Ils ne courent pas en lignes ordonnées, ils sont une masse chaotique et hurlante, déterminée à submerger la position américaine par le simple nombre et une volonté farouche.
Feu !» Le commandement déchire la gorge de John Basilone, un ordre brut qui tranche le vacarme. Au même instant, vous sentez le sol trembler tandis que sa Browning M1917 rugit. Le rythme martelant du gros canon de mitrailleuse, tchug tchug tchug, est un son de défi furieux. À ses côtés, le deuxième canon entre en action, et des doubles traînées de balles traçantes fendent la nuit, un spectacle de lumière magnifique et mortel qui s'étend et touche les silhouettes chargées. La première ligne d'assaillants s'effondre, les hommes tombant en avant dans la boue et les barbelés sans un bruit, leur charge réduite au silence à mi-pas. Mais d'autres arrivent, escaladant les corps de leurs camarades tombés, leurs cris de « Tenno, Eika, Banzai » emplissant l'air. Des grenades commencent à pleuvoir de l'obscurité, décrivant des arcs élevés avant de s'écraser dans le périmètre américain avec des détonations assourdissantes. De la terre, de la boue et des éclats volent partout. L'air s'épaissit de l'odeur âcre de la cordite, si dense qu'on peut la goûter sur la langue. Basilone est lui-même une machine, son corps soudé à son arme. Il ne se contente pas de tirer à tout va. Il est un maître en son art. Il manie la manivelle de rotation avec fluidité, balayant l'arme par courtes rafales contrôlées, fauchant des rangs entiers d'ennemis. Il hurle des ordres à son équipage par-dessus le bruit assourdissant. « Plus de munitions! Continuez à alimenter! Surveillez le flanc gauche !» Sa voix est le seul point d'ancrage dans ce maelstrom. C'est dans ces moments de pression inimaginables que se forgent les légendes, une vérité que nous nous efforçons de documenter avec chaque histoire. Pour soutenir notre mission d'honorer ces actes de bravoure, veuillez envisager de vous abonner à notre chaîne. Soudain, le canon tenu par les soldats Phillips et Rivers se tait. Un silence redouté et écœurant dans la symphonie de la mort. « Enrayez !» hurle Phillips, la voix brisée par la panique. Les Japonais, sentant la baisse de feu, se précipitent vers cette section de la ligne. Ils sont à moins de 30 yards, assez près pour voir les expressions frénétiques sur leurs visages. Sans une seconde d'hésitation, Basilone lâche son propre canon et sort de sa fosse. Il se déplace bas et vite, ignorant le sifflement des balles qui frôlent sa tête et le grondement des obus de mortier qui tombent à proximité. Il plonge dans l'autre trou de mitrailleuse, écartant le jeune marine terrifié. « Reculez !» ordonne-t-il. Ses mains, bien que couvertes de boue, bougent avec une vitesse experte et fulgurante. Il ouvre le capot d'alimentation, ses doigts diagnostiquant le problème dans l'obscurité au toucher seul. Une cartouche rompue. Il retire la bande, éjecte la cartouche endommagée et insère une nouvelle bande dans le chargeur. L'opération entière prend moins de 10 secondes. « Feu !» hurle-t-il, tapotant Phillips sur le casque. Le Browning reprend vie, crachant la mort sur les visages des assaillants qui s'accrochent maintenant au fil barbelé. La première vague se brise. Le rugissement de la charge s'estompe, remplacé par les cris des blessés et le martèlement incessant de la pluie. Le sol devant la position des Marines est un tapis emmêlé de corps. Un silence tendu et temporaire s'installe sur la ligne, rompu seulement par les respirations haletantes des survivants. John Basilone se relève lentement, scrutant l'obscurité. Il sait que ce n'est que le début. Le silence qui descend sur le champ de bataille n'est pas celui de la paix, mais de l'anticipation. C'est un vide creux et résonnant, rempli seulement par le murmure de la pluie et les gémissements bas et atroces des soldats japonais blessés pris dans les barbelés. On peut sentir le souffle collectif des Marines survivants retenus dans leur poitrine, une pause fragile dans une symphonie de violence. John Basilone se déplace méthodiquement d'un homme à l'autre dans sa section de 2 fusils. Il vérifie leurs blessures, offre une main rassurante sur une épaule et parle d'un ton bas et régulier qui transperce leur choc. « Restez baissés, rechargez, préparez-vous. » Son calme extérieur, cependant, masque un calcul froid et terrifiant. Il donne un coup de pied dans une caisse de munitions vide avec sa botte. Elle résonne d'un bruit creux. Il regarde les quelques bandes restantes de munitions de calibre 250. Ils ont dépensé des milliers de cartouches en quelques minutes seulement. Une dépense furieuse de puissance de feu qui les a laissés désespérément à court. L'eau dans les chemises de refroidissement des M1917 bout, la vapeur siffle légèrement des bouchons de remplissage. Sans eau, les canons surchaufferont
et se bloqueront. Sans munitions, ils ne sont rien de plus que de lourds monuments d'acier à une dernière position condamnée. Il sait que la ligne de ravitaillement, une tranchée traîtresse et boueuse qui serpente sur près de 200 mètres jusqu'au poste de commandement du bataillon, est sous le feu constant des mortiers et des tireurs d'élite japonais. Envoyer un de ces garçons épuisés et terrifiés serait une condamnation à mort. La décision n'est pas une décision du tout, c'est une obligation. C'était un fardeau qu'il ne placerait pas sur ses hommes, mais qu'il porterait lui-même. Cette forme de leadership désintéressé, où un sergent affronte volontairement le feu pour protéger ses hommes, est l'âme même des histoires que nous racontons ici. Si vous trouvez de la valeur dans ces chroniques de courage, veuillez prendre un moment pour vous abonner et soutenir notre travail. « Phillips, vous êtes aux commandes ici », dit Basilone, la voix neutre et autoritaire. « Économisez vos munitions. Faites que chaque balle compte. Je vais chercher plus de munitions. » Avant que quiconque ne puisse protester, il saisit son M1 Garand, le passe sur son épaule et franchit les sacs de sable pour entrer dans la tranchée adjacente. Le voyage est une descente dans un niveau d'enfer plus profond. La tranchée n'est guère plus une tranchée, ses parois effondrées par endroits, le sol une mare boueuse et sanglante qui atteint parfois la taille. Il passe devant les corps de ses camarades marines, leurs formes pâles et immobiles dans la lumière faible et sporadique des fusées éclairantes. Des hommes blessés gisent sur des ponchos, leurs gémissements formant un chœur constant et lugubre. Il ignore les balles de sniper qui s'écrasent dans le mur de boue au-dessus de sa tête et le sifflement inquiétant des obus de mortier qui passent au-dessus. Sa concentration est unique. Munitions et eau. Il atteint le point d'approvisionnement, une scène chaotique d'activité frénétique éclairée par une seule lanterne à capot. Un lieutenant hurle des ordres, essayant d'organiser des coureurs. Basilone se fraye un chemin. « Premier bataillon, 7e Marines, j'ai besoin de munitions pour 2 canons lourds, maintenant. » Il trouve la pile de caisses en acier vert. Elle pèse près de 40 livres chacune. Il en soulève une sur son épaule droite, puis une autre sur sa gauche. Il en coince une 3e sous son bras, un poids écrasant de près de 120 livres. Il se dirige vers les sacs d'eau, remplit 2 gourdes et les accroche à sa ceinture. Accablé comme une bête de somme, il entame l'agonisante marche du retour. Chaque pas est un effort monumental, ses bottes s'enfonçant profondément dans la boue. Il est une cible lente et pataude, et il le sait. Il peut entendre le chant venu de la jungle recommencer à enfler, le même rugissement guttural qu'auparavant. La 2e vague se forme. Il doit aller plus vite. Il trébuche, tombe sur un genou, les caisses d'acier s'enfonçant dans sa chair. Pendant un instant, on voit l'épuisement sur son visage. Mais ensuite, il serre les dents, sa mâchoire figée comme du granit, et se relève, animé par une volonté qui semble défier les limites de l'endurance humaine. Il court maintenant, un sprint maladroit et titubant, de retour vers le son des canons qu'il doit alimenter. Il recule dans le poste de tir principal, moins comme un homme que comme une force de la nature, s'effondrant sous le poids écrasant des boîtes de munitions. Les boîtes en acier s'entrechoquent sur le sol boueux, un son magnifique et bienvenu pour les marines assiégées. Le soldat Phillips le regarde, son jeune visage masqué par la stupeur et l'incrédulité. Il n'y a pas de temps pour le soulagement. La jungle éclate, une fois de plus, la 2e vague Banzai, s'écrasant contre leurs lignes, avec une fureur encore plus grande que la première. Cette fois, ils sont plus coordonnés, leur assaut se concentrant sur le petit secteur tenu par les 2 canons de Basilone. « Chargez-le !» rugit Basilone, déjà à genoux, ouvrant le couvercle d'une boîte de munitions avec une baïonnette. Ses mains sont un flou de mouvement. Il en sort une bande neuve de 250 cartouches et l'insère par sa languette en laiton dans la culasse du Browning le plus proche. « De l'eau !» crie-t-il, et un autre marine verse frénétiquement le contenu d'une gourde dans le manteau de refroidissement fumant du canon. L'arme tousse, puis s'enclenche, son rythme familier et mortel,
rejoignant à nouveau la cacophonie de la bataille. Il se précipite vers le deuxième canon, répétant le processus, le remettant dans le combat juste au moment où une douzaine de soldats japonais franchissent le fil de rasoir directement devant lui. Le mitrailleur, un garçon nommé Manny, est figé pendant une fraction de seconde, submergé par les silhouettes hurlantes qui chargent directement sur lui. Basilone le pousse sur le côté, prenant lui-même les poignées de la M1917. Il ne tire pas à l'aveugle. Il attend, les jointures blanches, jusqu'à ce qu'il soit à moins de 20 mètres, puis serre la détente papillon. Le canon secoue dans ses mains et le nœud serré d'assaillant est simplement effacé, déchiré par le flot concentré de balles de calibre 30. Il n'était plus seulement sergent d'armes, il était le système nerveux central de toute cette position, se déplaçant entre les canons, débloquant les mécanismes, dirigeant le feu et assurant physiquement l'alimentation et le fonctionnement des armes. C'est ce type de leadership personnel, en première ligne, la volonté d'un homme d'assumer tous les risques pour maintenir son unité en vie, qui définit le combattant américain, une histoire que nous jugeons essentielle de raconter. Si vous estimez qu'une telle résolution extraordinaire mérite d'être rappelée, veuillez soutenir notre mission et vous abonner. Une grenade tombe dans la tranchée à quelques mètres de là, son explosion une déflagration assourdissante qui projette de la boue et des éclats en l'air. Basilone est projeté hors du canon, ses oreilles bourdonnantes. À travers la fumée et la confusion, il voit 3 soldats japonais, ayant survécu aux tirs de mitrailleuse, sauter dans le poste de tir adjacent. Ils sont sur le caporal Rivers et le soldat Phillips, avant qu'ils ne puissent réagir. Il n'y a pas le temps de remonter sur le Browning. John Basilone retire son pistolet Colt M1911 de son holster. Le gros automatique de calibre 45 se sent stable et lourd dans sa main. Il se relève de la boue, une silhouette dans le chaos, et tire 3 fois. Les coups de feu sont d'un bruit assourdissant, des craquements de tonnerre à courte portée. Chaque balle trouve sa cible. Les 3 soldats japonais s'effondrent, leur attaque s'achevant à quelques centimètres de la mitrailleuse silencieuse. Il prend une inspiration, le bourdonnement dans ses oreilles s'estompe, remplacé par le vacarme incessant du combat. Il regarde ces hommes, leur visage pâle de choc. Il sait que cette position est compromise. L'ennemi a trouvé un point faible, il prend une décision à la fois insensée et brillante. La mitrailleuse doit être déplacée, sous le feu, au milieu de l'assaut. Il saisit le canon chaud de la Browning, sa main protégée seulement par un fin gant en amiante. « Aidez-moi à la déplacer !» crie-t-il par-dessus le bruit. « Nous la déplaçons sur le toit. » Le toit n'est rien d'autre que le sommet de son propre abri, renforcé de sacs de sable, une position légèrement surélevée qui offre un champ de tir plus large et plus dominant. Déplacer une mitrailleuse de 23 kg, plus son trépied de 9 kg et ses munitions, de la sécurité relative de la fosse vers cette position exposée, tout en étant sous une attaque à grande échelle, est un acte de pure, désespérée folie. Pour les soldats japonais qui grouillaient autour du fil de fer barbelé, cela devait ressembler à une scène de cauchemar. Un marine solitaire, apparemment imperméable aux balles qui sifflaient autour de lui, luttant pour mettre une lourde mitrailleuse en position ouverte. Avec l'aide d'un soldat de première classe terrifié mais loyal, nommé Chemlinski, Basilone hisse la M1917 hors de la tranchée. Le métal brûlant du canon transperce son gant, mais il ne vacille pas. Son visage est un masque de résolution pure et sans mélange. Il traîne à moitié, porte à moitié l'arme sur la pente boueuse du dugout. Des obus de mortier sifflent, encadrant leur position dans des geysers de boue et de feu. L'un d'eux atterrit si près qu'il projette les 2 hommes au sol. Le souffle de la déflagration est un coup physique qui leur coupe le souffle. Basilone est le premier à se relever, secouant la tête pour dissiper le bourdonnement dans ses oreilles. Il reprend l'arme. « Prends le trépied ! Prends les munitions !» crie-t-il à Chemlinski, la voix éraillée et rauque. À lui seul, il plante l'arme sur les sacs de sable, une silhouette solitaire se découpant sur les éclairs orange sinistres des explosions. De ce nouveau point de vue, on peut voir ce qu'il a vu. Une concentration massive de forces japonaises
se préparant à exploiter la brèche et à déferler sur la ligne américaine. Il n'a que quelques secondes. Kemlinski monte en courant avec le trépied et une seule caisse de munitions. Il monte le canon, Basilone enfonçant la cheville dans le berceau du trépied avec une force brutale. Il déchire le couvercle de la caisse, introduit la bande et referme le couvercle d'un claquement. Il n'y a pas de temps pour viser au sens traditionnel. Il agrippe les poignets et ouvre le feu, non pas sur des cibles individuelles, mais au cœur de la concentration ennemie. La Browning, désormais en position dominante, fauche la force attaquante. L'effet est immédiat et dévastateur. Le fer de lance de l'assaut japonais flétrit sous le feu implacable et balayant. C'est un acte d'une bravoure si audacieuse qu'elle semble stupéfier les deux camps de la bataille pendant un moment. Il est complètement exposé, se tenant au sommet du dugout, tirant à la hanche comme si l'arme était un fusil. Il devient la cible la plus visible, la plus dangereuse sur tout le champ de bataille. Une section entière de soldats japonais tourne son attention vers lui, leurs fusils et leurs mitrailleuses légères, Nambu, concentrant une tempête de plomb sur sa petite île de défi élevé. Les balles tudent dans les sacs de sable autour de lui, soulevant des gerbes de terre. Les traçantes sifflent près de sa tête, avec un sifflement audible. Il ne se baisse pas. Il ne se recroqueville pas. Il continue de tirer. Il tient la ligne, une forteresse unipersonnelle contre la marée. Ce dévouement, ce refus absolu de céder, témoigne de l'esprit du corps, un héritage que nous sommes déterminés à honorer. Pour que ces histoires d'incroyable résilience ne soient jamais oubliées, rejoignez notre communauté en vous abonnant. Soudain, ses mains s'engourdissent. Il regarde en bas et voit que son moufle en amiante fume. La chair de sa main gauche brûlée en noir par la chaleur fulgurante du canon du pistolet. La douleur est immense, mais c'est une sensation lointaine, secondaire. Tout ce qui compte, c'est le pistolet, l'ennemi et la ligne. Il doit continuer à tirer. Pendant ce qui semble une éternité, mais qui ne dure en réalité que quelques minutes désespérées, John Basilone est le maître de ce petit coin d'enfer. De son perchoir sur le dugout, il commande une vue à 360 degrés du chaos qui se déroule. Il tire jusqu'à ce que le canon du Browning brille d'un rouge cerise pâle dans la pénombre de l'aube, la ceinture de munitions s'épuisant avec un dernier cliquetis métallique. L'assaut japonais, émoussé et brisé par sa résistance impossible, faiblit. Les vagues d'assaillants se retirent dans l'étreinte sombre de la jungle, laissant derrière elles un paysage dévasté de morts et de mourants. Mais le combat n'est pas terminé. L'équipage de son autre mitrailleuse a disparu, tous tués ou gravement blessés, lors de la dernière et féroce offensive. L'arme elle-même est hors d'usage, son trépied brisé par l'explosion d'un mortier. Basilone glisse de sa position exposée, ses mains brûlées hurlant de douleur, et évalue les dégâts. Il est désormais le seul défenseur de ce point fort crucial, armé uniquement de son pistolet M1911 et d'une poignée de grenades. Il entend un bruit venant de la droite, un bruissement dans l'herbe kunai juste au-delà du fil de fer. Ce n'est pas le son d'une charge à grande échelle, mais quelque chose de plus furtif, de plus insidieux. Un petit groupe de soldats japonais, survivants de la dernière vague, tente de ramper à travers une brèche dans le fil de fer barbelé, espérant infiltrer la ligne dans la confusion. Les yeux de Basilone, habitués à l'obscurité, perçoivent le mouvement subtil. Il dégaine son pistolet, l'automatique lourd une masse familière. Il ne tire pas, il attend. Il les laisse approcher, leur forme sombre devenant plus claire, alors qu'ils se faufilent dans la boue et le fil de fer emmêlé. Lorsque le soldat de tête se trouve à moins de 10 yards, Basilone se met à genoux et commence calmement à tirer. Le M1911 lui secoue la main, son grondement sourd contrastant vivement avec le crépitement des mitrailleuses. 1, 2, 3 coups. 3 silhouettes s'effondrent et restent immobiles. Il a passé 36 heures sans sommeil, sous une attaque constante. Pourtant sa visée est aussi stable que s'il était sur un champ de tir d'entraînement.
sa détermination, la pure force de sa volonté, semble être la seule chose qui maintient cette section du périmètre unie. Le récit d'un individu seul renversant la situation grâce à une telle force inébranlable est au cœur de l'histoire militaire. Une histoire que nous nous consacrons à préserver. Nous vous invitons à vous joindre à nos efforts et à vous abonner pour garantir que ces récits d'héroïsme perdurent. Alors que la première faible lumière de l'aube commence à filtrer à travers la canopée de la jungle le 25e octobre, le véritable coup de la nuit devient visible. Le sol devant la position de Basilone est un témoignage horrible de la férocité de la bataille, jonché des corps de centaines de soldats japonais. Sur sa section de 15 hommes, seul Basilone et 2 autres Marines sont encore debout et capables de se battre. Ils sont épuisés, blessés, et ne tiennent que grâce à l'adrénaline et à une détermination sombre. Il recule en titubant vers le poste de secours du bataillon, portant un autre marine blessé sur ses épaules. Son visage est un masque de sang séché, de boue et de résidus de poudre. Ses mains sont un amas de brûlures vives et suintantes. Mais alors que le soleil se lève sur la jungle dévastée, il illumine une ligne qui n'a pas cédé. Il l'a tenue. Contre des probabilités impossibles, contre un ennemi déterminé et écrasant, John de Manille avait tenu la ligne. Les suites sont une scène de survie silencieuse et stupéfaite. Alors que la lumière du matin se renforce, elle révèle l'étendue complète du carnage. Le front étroit tenu par la section de John Basilone est un cimetière. Des médecins américains se déplacent avec précaution parmi les tombés, leur travail étant un sombre contrepoint au bourdonnement des mouches qui a déjà commencé. Les combats de la nuit sont terminés, mais la guerre pour Guadalcanal continue, une lutte quotidienne pour des mètres de boue et de jungle. Basilone, les mains grossièrement bandées, refuse d'être évacué. Il reste avec les 2 survivants de sa section, aidant à dégager les morts et à récupérer le peu d'équipement qui reste. Il se déplace avec une lente et délibérée lassitude, l'adrénaline du combat s'étant dissipée, laissant derrière elle une douleur profonde et épuisante. Les Marines qui le voient le regardent avec un nouveau genre de respect, une vénération silencieuse. Les murmures ont déjà commencé, se propageant de homme en homme dans les tranchées. Ils parlent du sergent qui a repoussé un régiment entier, de l'homme qui a porté une mitrailleuse sur son dos sous le feu, du marine qui a refusé de mourir. Le lieutenant-colonel Lewis Chesty Puller, commandant du 1er bataillon du 7e régiment de Marines et une légende à part entière, vient inspecter la ligne. Il reste un long moment, regardant les tas de morts japonais empilés devant les postes de mitrailleuses de Basilone. Il regarde le sergent épuisé, ses mains brûlées et son visage maculé de crasse. Puller, un homme qui n'est pas du genre à faire des éloges élaborés, pose simplement une main sur l'épaule de Basilone. « Vous avez fait un excellent travail, Basilone, » dit-il, la voix rauque d'émotion. « Un sacré bon travail. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de ses actions lors de cette nuit horrible devint une légende au sein de la 1re division des Marines. Il n'était plus le jeune engagé dont certains avaient douté. Il était John de Manille, le héros du périmètre de Lunga, l'incarnation vivante de la devise du corps des Marines, Semper Fidelis. Pour son héroïsme extraordinaire et sa bravoure éclatante, le sergent d'artillerie John Basilone fut décoré de la Medal of Honor. Il fut le 1er marine enrôlé de la Seconde Guerre mondiale à recevoir la plus haute décoration nationale pour sa bravoure. C'est le moment où un soldat transcende le chaos du champ de bataille pour devenir un symbole de courage pour une nation. Une transformation que nous nous engageons à relater. Votre abonnement nous permet de continuer à raconter ces histoires vitales de sacrifice et d'honneur pour les générations futures.